Passons maintenant aux coordonnées généralisées donc dans le système physique. Alors, définition. Les coordonnées généralisées sont l'ensemble de variables réelles qui sont indépendantes ou liées, indépendantes entre elles ou bien ou liées entre elles, permettant de décrire et configurer tous les éléments du système à tout instant T. Donc vous allez comprendre ça après les exemples qu'on va citer. Alors un mouvement quelconque, par exemple d'un point matériel, il faut bien souligner, un point matériel libre dans l'espace, qui est dans l'espace, peut être déterminé par la combinaison des trois coordonnées généralisées. Ça vous l'avez vu donc en principe en physique 1 de l'année dernière, en tronc commun, c'est-à-dire un point matériel libre donc dans l'espace, donc sa position peut être donnée en coordonnées cartésiennes par trois variables x, y, z. Donc ici x, y, z sont les coordonnées, ce sont ces coordonnées généralisées. On peut soit utiliser les coordonnées cartésiennes pour décrire la position de ce point matériel, soit ces coordonnées cylindriques r, θ et z que vous avez également vues en première année, et ou bien ces coordonnées sphériques que vous avez vues également en principe en première année, c'est-à-dire ρ, φ et θ. Vous pouvez toujours donc les retrouver en faisant une petite recherche sur ces coordonnées. Ça c'est le cas d'un point matériel. Alors pour un corps solide, donc ce n'est pas un point ponctuel. Alors ce corps solide peut avoir sa position est déterminée par 6 coordonnées généralisées au lieu de 3 pour un point matériel. Parce qu'un point matériel, quand il tourne sur lui-même, parce qu'il est ponctuel, c'est comme si on néglige sa rotation autour de lui-même. Tandis qu'un corps solide, donc, peut tourner une boîte, par exemple. Donc, le corps solide peut être déterminé par 6 coordonnées généralisées. 3 pour les mouvements de translation comme pour le point matériel, donc de translation sans de gravité, et 3 coordonnées de mouvement de rotation. Donc ici, un corps solide peut être décrit par 6 coordonnées généralisées. 3 de translation et 3 de rotation. Alors les coordonnées généralisées d'un système composé de P points matériels, parce qu'ici nous avons un système par exemple qui est composé de P, un nombre de P points matériels, et de C, un nombre de C corps solides, sont définis par leur nombre n. Donc le nombre de coordonnées généralisées pour ce système-là constitue de P points matériels et C corps solides, donc c'est égal à 3 fois P, parce que pour chaque point P, nous avons 3 coordonnées qui décrivent ce point P. Donc c'est multiplié par 3. Et ici, pour les corps solides, on va multiplier par 6. Parce que chaque corps solide est décrit par 6 coordonnées généralisées. Donc voilà pour ce qui est du nombre donc de coordonnées généralisées pour ce système. Alors les coordonnées généralisées, on peut les noter par Q1 pour le premier, Q2 pour le deuxième, pour le Qm jusqu'au n, jusqu'au grand n-ième, parce qu'ici le système est composé donc de n coordonnées généralisées. Donc le dernier ici, ça va être le Q grand N, avec i donc variant de 1 jusqu'à grand N. Comme nous avons donc les coordonnées généralisées, nous avons également les vitesses généralisées. Alors les vitesses généralisées, il suffit de dériver les coordonnées généralisées par rapport au temps. Donc ici nous avons Q1 point, donc c'est la dérivée de Q1 par rapport au temps. Q2 point, etc. QI point et Qn point, avec i allant de 1 jusqu'à 1. Donc voilà pour
les coordonnées généralisées et les vitesses généralisées d'un système. Alors passons maintenant au degré de liberté. Alors c'est quoi un degré de liberté? Définition, le degré de liberté est le nombre de coordonnées généralisées indépendantes. Donc ce sont ces mêmes coordonnées, mais il faudrait pas qu'elles soient liées entre elles. Il faudrait qu'elles soient indépendantes. Hein? Nécessaires, indépendantes, nécessaires pour configurer tous les éléments du système à tout instant D. Donc le nombre D du système ici, c'est D égale au nombre de coordonnées généralisées est égal à n, grand N. Dans le cas où il existe un nombre de relations entre ces coordonnées généralisées, alors il y a un nombre R de relations entre eux, donc on enlève entre les coordonnées généralisées, le degré de liberté sera maintenant de n auquel on soustrait le nombre de liaisons entre les coordonnées généralisées. Donc D ici c'est le nombre de degrés de liberté, grand 1 c'est le nombre de coordonnées généralisées et R c'est le nombre de relations reliant pas toutes ces coordonnées mais certaines coordonnées entre elles. Certaines coordonnées généralisées entre elles. Alors ici, pour l'exemple de relation, on va voir l'exemple d'un mouvement circulaire d'un point matériel. Et donc ici, nous avons un point matériel. Donc il y a un mouvement circulaire hein, autour de O. Alors un mouvement circulaire de rayon R, donc qui est égal à une constante. Alors θ ici, ça va être la coordonnée, parce qu'on va utiliser les coordonnées polaires. Hein, donc ici, θ, donc ça va être la coordonnée généralisée. Hein, coordonnée généralisée. R aussi, c'est la coordonnée. C'est la deuxième coordonnée généralisée. Donc, coordonnée généralisée, R, θ, ou bien X et Y. Hein. Alors, comme on le voit ici, X, c'est R cosinus θ, donc en faisant la projection ici, et Y, c'est R sinus θ en faisant également la projection sur l'axe OY. Alors, θ ici, θ, c'est-à-dire la coordonnée généralisée, c'est égal à oméga T. Et oméga, c'est quoi? C'est la vitesse angulaire, oméga, ou bien la pulsation. Si le mouvement est uniforme, c'est quoi? C'est-à-dire la vitesse ici, la vitesse va être une constante. Et si la vitesse est égale à une constante, la vitesse angulaire, qui est égale à la dérivée de θ par rapport à t, est également une constante égale à oméga, que l'on peut également appeler pulsation. Alors, dans cet exemple du mouvement circulaire, il y a une relation entre x et y. X et y, par exemple ici, si on élève x au carré, y au carré, on va trouver r au carré. Donc ici, il y a une relation, x dépend de r et y dépend de r. Donc il y a une relation entre les deux. Donc ici, on est parti d'un mouvement plan. Alors dans un mouvement plan, donc nous avons en principe deux coordonnées généralisées. En coordonnées cartésiennes, ce sont x et y. Mais comme il y a une relation entre x et y, donnée par cette expression-là, donc le nombre de degrés de liberté, ça va être égal à 2, parce que c'est un mouvement plan, x et y, auquel on lui enlève, ou on lui ôte, la relation qui existe entre x et y. Et ici, comme on a une seule relation, donc on va avoir un système égal à 2 moins 1 est égal à 1. Donc ici, nous avons un système à 1 degré de liberté au lieu d'être à 2 degrés de liberté. Alors, on choisit dans ce cas soit x, soit y comme coordonnées généralisées. On note que c'est plus compliqué, l'étude d'un mouvement circulaire en coordonnées cartésiennes, mais dans ce cas, on préfère l'étudier par l'une des coordonnées polaires, c'est-à-dire θ. La seconde, r égale à grand R, étant égale à constante. Donc voilà pour l'exemple donc de degré de liberté hein, et relation entre les coordonnées généralisées. Alors
Pour les mouvements oscillatoires dans la réalité, ils ne sont pas libres. Dans les situations réelles, il y a toujours des forces dissipatrices, c'est-à-dire des frottements. Hein, et l'énergie oscillatoire n'est pas conservée. Puisqu'elle va diminuer jusqu'à s'annuler à la fin. Alors l'amplitude des oscillations d'une balançoire, par exemple, du balancier d'une horloge et les cordes, par exemple, d'un violon décroît graduellement, leur amplitude décroît graduellement, sauf si on fournit de l'énergie perpétuellement pour compenser les pertes. Alors, l'équation de l'oscillateur harmonique simple ne peut pas rendre compte de ces systèmes réels, car elle correspond à une répétition infinie dans le temps. Donc le mouvement oscillatoire simple, c'est-à-dire le mouvement oscillatoire libre, comme on va le voir plus loin, dans la réalité, une oscillation commence à un instant donné, qui correspond à un instant initial, où l'équilibre du système est rompu dans les conditions initiales, de vitesse initiale ou d'énergie, par exemple. Alors, passons maintenant au type d'oscillation. Alors, les oscillations peuvent être subdivisées en 4 types d'oscillations. D'abord, les oscillations libres. C'est l'oscillateur idéal, sans frottement. Voilà, donc il faut bien le souligner, donc sans frottement. Est mis en mouvement et aussi indéfiniment sans apport d'énergie extérieure. Il n'y a pas d'énergie extérieure, mais ça c'est l'idéal, hein. Ça n'existe pas dans la réalité. La fréquence est déterminée de façon unique par les paramètres du système, comme on va le voir en chapitre 1. Les oscillations amorties, que l'on va aborder dans le chapitre 2, constituent l'oscillateur réel. C'est-à-dire qu'un oscillateur réel, c'est un oscillateur libre, mais qui est soumis à des forces de frottement, qui dissipent ainsi de l'énergie. Les oscillations s'amortissent et finissent par s'arrêter. Hein. Donc ce sont les oscillations amorties. Les oscillations forcées, que l'on va aborder en chapitre, je pense, 3, alors c'est une excitation périodique extérieure qui force les oscillations de l'oscillateur. Donc ici, ce sont des forces auxquelles qu'on entretient avec des forces extérieures. Hein, des forces extérieures, donc il les force. Alors l'oscillateur ici, il oscille avec la fréquence de l'excitation, parce que c'est l'excitation qui impose le mouvement. C'est la force excitatrice ici qui impose le mouvement. Lorsque celle-ci est égale à la fréquence propre, lorsque la fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence propre de l'oscillateur, qui est une propriété du système, alors dans ce cas-là, on va observer le phénomène de résonance. Alors tout ça, on va le voir plus en détail par la suite. Ici, on est en train de faire donc une introduction à ces mouvements-là. Et enfin, les oscillations forcées et amorties, ou bien on les appelle aussi les oscillations entretenues. La force périodique extérieure, c'est-à-dire la force excitatrice, elle compense donc les pertes d'énergie par frottement, parce qu'il y a c'est amorti ici. Les oscillations ainsi entretenues ne s'amortissent pas. Donc ici, il n'y a pas donc d'amortissement. Hein, parce que l'amortissement ici, il est compensé ou il est entretenu par cette force excitatrice, comme on va également le voir plus loin. Alors là, c'est quoi la fréquence propre du système? La fréquence propre d'un oscillateur ne dépend que de ses paramètres. C'est la fréquence, comme je viens de le souligner, c'est la fréquence à laquelle oscillerait un système libre idéal sans frottement. Hein. Alors dans le tableau 2, donc ici nous avons résumé donc tous les cas d'oscillation. Donc l'oscillation libre, forcée, oscillation non amortie, amortie. Alors oscillation
Pour la première case ici, donc, c'est le cas d'oscillation libre non amortie. Alors, dans ce cas-là, c'est une oscillation qui se fait sans frottement, sans excitation extérieure, sans force extérieure, et l'énergie totale du système, elle est conservée, c'est-à-dire elle est constante. Pour la deuxième case ici, c'est la case d'au-dessus, donc c'est l'oscillation libre amortie. Donc celle-là, elle se fait avec frottement, sans excitation extérieure, et elle se fait avec une perte d'énergie. Donc ici, il va y avoir amortissement. Et puis pour la troisième case ici, c'est le cas de l'oscillation forcée non amortie. Alors, elle se fait sans frottement, avec une excitation, une force excitatrice externe. Il y a un gain d'énergie, et dans ce cas-là, on a le phénomène de résonance. Et enfin, donc le quatrième cas, c'est l'oscillation forcée amortie. Donc elle se fait amortie, donc elle va se faire avec frottement. Forcée, donc il y a une excitation externe. Il y a un gain par la force externe et une perte par la force de frottement. Et ici, elle va tendre vers un équilibre, elle va tendre vers l'équilibre du système. Voilà donc pour ce qui est des types d'oscillations. Alors maintenant, enfin, donc on va faire la conclusion sur cette introduction. Donc l'étude des vibrations est une des plus fondamentales en physique, car l'univers est rempli d'exemples de vibrations de toutes sortes et de phénomènes périodiques. Cette constatation s'impose avec tellement de force que le savant Louis de Broglie, que vous allez certainement, vous avez dans le nom, vous dit quelque chose pour l'avoir peut-être vu en physique atomique, hein, en chimie atomique. Hein. Donc, alors, en 1923, donc, il a énoncé une hypothèse. Donc, cette hypothèse dit qu'une onde, donc une vibration, une onde est associée à l'électron. C'est-à-dire, l'électron peut être soit de la matière, c'est-à-dire un électron, soit une onde. Donc, rappelez, c'est la dualité onde-corpuscule. Donc, elle peut être soit un corps, soit une onde. Et ainsi que pour tous les corpuscules, donc microscopiques. Alors, l'hypothèse de De Broglie, bon, ça s'écrit De Broglie, mais ça se prononce De Broglie, a donné naissance à la mécanique ondulatoire. Donc, la mécanique ondulatoire, donc c'est une partie de la physique, donc très connue, hein, et qui était le prélude à la mécanique quantique. Hein. Donc, c'est une mécanique entièrement nouvelle, en 1923, dont l'application aux structures atomiques permettait de les décrire assez bien, en conformité avec les résultats expérimentaux. Donc ici, certainement, vous allez voir ça tout en détail quand vous allez aborder donc, la chimie, certainement la chimie quantique. Alors, une bonne connaissance de la physique et de la mathématique des vibrations est donc essentielle pour aborder l'étude de la physique moderne et même de la chimie. Alors, donc, voilà pour cette introduction. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de votre attention.